Bonjour mes amis, nous sommes mercredi. Bon retour parmi nous. À l'arrière-plan, vous pouvez voir un graphique qui indique Tanks 2025. Et oui, c'est vrai. Voici le tableau des réservoirs de stockage russes de 2025 et il est indiqué qu'en bon état, ils n'ont aucun char. Cela paraît incroyable. Comment la Russie peut-elle ne pas avoir de chars ? La Russie, d'après certains chiffres, se vantait avant l'invasion d'avoir 20 000 chars. Parmi ceux-ci, disons que savant la guerre, 7300, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, étaient en état de marche. Le reste, vous savez, certains avaient des problèmes de moteur, d'autres des problèmes de canon, d'autres encore des problèmes de tourelles. On pouvait assembler quelques chars en démontant d'autres. C'était le reste des 10 000. Mais si on regarde en 2023 la bataille de Vuhledar, la bataille de Bakhmoutinov-Divka, on a vu ces colonnes russes de 100 chars avancer et être détruites par les drones ukrainiens et les armes anti-chars. Le résultat, c'est qu'en bon état, il ne reste plus aucun char. C'est pourquoi il n'y a plus de bataille de chars dans cette guerre, ni de colonnes blindées russes. Ils ont arrêté en 2024, car ils n'avaient plus de chars. C'est aussi simple. Nous avons toujours attendu ce moment. Où, quand vont-ils en manquer ? On les voyait encore. Eh bien, nous y sommes arrivés, mes amis. Plus aucun véhicule blindé n'est utilisé dans ces longues colonnes pour prendre des villages ukrainiens. Ils n'en ont tout simplement plus. Et ceux qu'ils ont encore, ils ne veulent pas les risquer. 1656 véhicules blindés sont en mauvais état. Près de 60% d'entre eux semblent irréparables. 1231 chars russes sont dans un état encore pire, selon les chercheurs. C'est le fruit du travail remarquable et ardu des forces de défense ukrainiennes. Cela fait 3 ans que j'observe cela et que j'attends ce moment, en regardant ces colonnes avancer encore et encore, l'une après l'autre, être détruites. Je me disais toujours, quand vont-ils s'arrêter ? Voilà, mes amis. Va t'acheter un gâteau, fait-on ça ? Les Russes n'ont plus de chars en bon état. C'est une raison de célébrer pour nous tous. Ceci est la rubrique sur l'économie russe, et cette analyse des chars en fait partie, car la capacité de la Russie à produire des chars est davantage liée à l'économie russe qu'à l'armée russe. Nous poursuivons la rubrique économie russe avec le graphique des exportations de pétrole brut. C'est très important car cela est en lien paradoxal avec les capacités de raffinage russes. Jusqu'à 30% des capacités de raffinage russes, actuellement, elles sont à l'arrêt. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus raffiner le pétrole brut autant qu'avant, ce qui les oblige à vendre du pétrole brut moins cher au lieu de produits pétroliers à raffiner plus cher. Et vous pouvez voir que les expéditions de pétrole brut russe par voie maritime de 22 à 25, et vous pouvez voir que c'est ici que 25 a commencé. Cette ligne jaune, la partie inférieure, c'est là que l'Ukraine a commencé à cibler les raffineries russes en août. Et immédiatement, on voit que ça augmente, ce qui signifie que les exportations de brut russe non raffiné ont augmenté. Ne pouvant le raffiner, ils devaient simplement le vendre à l'étranger. La capacité de raffinage a diminué de 484 000 barils par jour, soit presque 10% par rapport à juillet, et les exportations maritimes de brut non raffiné ont augmenté de 500 000 barils par jour. Vous voyez, c'est corrélé comme ça. Un autre symptôme impressionnant de la crise du carburant en Russie. C'est une façon impressionnante de dire que c'est de l'essence contrefaite ou cette essence rouge. Vous pouvez voir ici. En fait, ce n'est pas de la contrefaçon, parce qu'elle a été fabriquée en Union soviétique, elle était facilement disponible auprès de presque tout le monde en Union soviétique. Les voitures des années 70 pouvaient utiliser cette essence sans problème. Regardez. C'est de l'essence à indice, 76, à laquelle un distributeur a ajouté du benzène pour essayer d'augmenter l'indice d'octane. Lukoil produit l'essence à indice 76 et le teint en rouge pour empêcher la revente en prétendant qu'il s'agit de l'essence à indice 92. L'essence à indice 70 était un carburant d'aviation soviétique. L'essence à indice 76, une essence couramment utilisée dans les années 70. Les deux ont encore des applications limitées dans l'industrie et l'agriculture et sont vendus sans taxe. Mais leur vente dans les stations-service ou d'un particulier à un autre est interdite, parce qu'il s'agit d'essence contrefaite.
Si on peut l'appeler ainsi, car il ne faut surtout pas mettre celle-là dans une voiture moderne, sinon ça va l'abîmer. Juste pour en profiter un peu avec vous les gars. Ceci est maintenant vendu parce qu'il y a une crise de l'essence et que les Russes achètent tout ce qui ressemble à de l'essence. Ils mettent en tête ça dans leur Lada Vesta moderne. Vous savez, quand le volant se bloque, au moins vous pouvez mettre cette essence rouge dans votre Lada Vesta. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le filtre à carburant se bouche. D'autres pièces du moteur s'encrassent parce que l'indice d'octane n'est pas correct. En un mois, le moteur s'arrêtera presque et vous devrez amener votre voiture chez le garagiste pour des réparations. C'est grave car cela concerne actuellement des milliers de voitures en Russie. Voilà ce qui arrive. C'est l'effet secondaire des sanctions ukrainiennes, des drones sur les raffineries, parce que les Russes mettent maintenant le mauvais carburant dans leurs voitures. En parlant de carburant et de voitures qui n'ont pas de carburant, eh bien maintenant je vous parle de camions qui n'ont pas de carburant. Le diesel pour camion est un type particulier avec une couleur spécifique. J'ai vendu un camion. Les camions n'achètent même pas le diesel pour voitures ordinaires. Ici vous pouvez donc voir ces camions autour de Moscou. C'est une autoroute qui sort de Moscou. Moscou, Lubvertsi, Stovo, Yelabuga. C'est cette autoroute avec quelques stations-service. Et ici, vous pouvez voir une longue file de camions qui attendent pour faire le plein de diesel. Ils ne peuvent pas prendre n'importe quel diesel. Ils doivent obtenir un diesel spécifique pour camions, comme tous les routiers du monde le savent. Si vous en manquez des milliers, voire des dizaines de milliers de camions approvisionneront les villes du monde entier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement un problème russe. S'il y a un problème avec les camions, il y a un problème de logistique dans les villes. Ces camions approvisionnent les villes et assurent la livraison du dernier kilomètre dans la chaîne logistique. Donc, s'ils échouent, la plupart des entreprises ne peuvent pas faire leurs ventes. Donc oui, ces camions ont besoin de ce diesel pour que n'importe quelle économie dans le monde fonctionne. Et en Russie, vous pouvez voir qu'ils mettent vraiment à rude épreuve la logistique du diesel ici. Ils encombrent les stations-service. Dès qu'il y a du diesel pour les camions, ils font la queue et le prennent. Et ces files d'attente sont extrêmement longues. En parlant de camions, allons à la frontière russo-kazakh, car il y a différents types de files de camions. Pas des files de camions qui essaient d'obtenir du diesel dans les stations-service, mais des camions abandonnés par milliers, des milliers de camions. Ceci est l'effet secondaire de la mission Toile d'araignée ukrainienne, l'opération Toile d'araignée, lorsque des drones sont sortis des camions similaires. Le fait est qu'après cette mission, le service fédéral de protection russe n'a toujours pas d'autre choix que de vérifier chaque camion qui entre dans leur pays. S'il n'y a pas de drone à l'intérieur, cela frappera leur flotte de bombardiers capables de transporter des armes nucléaires. Tu sais, c'est ce qui s'est passé. Mais ces camions, ils viennent de Chine, principalement en passant par le Kazakhstan, puis en Russie. Ils alimentent toute l'économie russe avec n'importe quoi. N'importe quelle boutique en ligne qui commande des articles depuis la Chine, des bénévoles pour l'armée russe, qui commandent des choses depuis la Chine pour les donner à l'armée. Ces camions restent bloqués à la frontière pendant des semaines. Plus de 5000 camions transportant des marchandises chinoises sont à l'arrêt. Cargaison, Mavic, équipement de guerre électronique, batterie, rien ne passe. Tout est contrôlé et certains articles sont simplement retirés et confisqués. On ne sait pas quand ils seront débloqués. Leurs bénévoles se plaignent déjà de ne rien pouvoir importer. Ils affirment qu'ils manqueront bientôt d'équipements et de pièces. Vous connaissez principalement les bénévoles pour l'Ukraine. Je l'ai fait moi-même, vous l'avez financé, mais il y a aussi ces cercles de bénévoles en Russie qui financent certaines unités et l'armée russe compte vraiment sur eux. Donc, s'ils ne peuvent pas obtenir leur matériel de Chine parce que ces camions sont bloqués à la frontière du Kazakhstan, cela affectera l'armée russe. Parce qu'ils ne peuvent pas tout avoir, comme des Mavics, des batteries, etc. Je viens de vous le lire, c'est mauvais, cela affecte l'économie et l'armée. Et cela reste, presque un an plus tard, l'effet secondaire de l'opération Toile d'araignée génie. Maintenant, voyageons en Biélorussie. Je veux vous présenter Monsieur Patate, alias Loukachenko, dictateur de Biélorussie. Le résultat qu'il propose et qu'il impose actuellement lors de la réunion gouvernementale à l'économie biélorusse qui est un sang qui stagne et échoue parce qu'elle est vraiment en échec. Elle ne tient debout que grâce aux injections d'argent venant de la Russie.
Sa solution pour cela est d'interdire les augmentations de prix. Regardons simplement la vidéo, puis on va bien rire. Fais-le pour que les gens se sentent bien. Pas comme le dit Nikolai Gennadievitch. Eh bien, faisons-le au niveau macro. Écoute, les gens s'en fichent complètement de ton niveau macro. À partir du 6 octobre, toute augmentation de prix est interdite. C'est interdit. ZAPRE, CHATSA, à partir d'aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Pour qu'ils n'augmentent pas les prix en une journée. Ensuite, ils diront « Écoutez, nous avons augmenté les prix du 6 octobre. Dès aujourd'hui, il est interdit d'augmenter les prix. » Et Dieu nous en préserve, que quelqu'un fasse quelque chose rétroactivement dans les registres. Qui est là? C'est une menace, au fait. Alors, qu'est-ce qu'une augmentation de prix? L'économie va mal. Les entreprises en CT ont des problèmes avec les chaînes logistiques, par exemple. Elles ont du mal à faire des ventes, elles doivent payer leurs employés. Alors, elles augmentent le prix des produits pour s'en sortir et pour payer leurs employés. Et pour payer le loyer de leurs locaux ou tout ce dont elles ont besoin, comme l'essence des camions qu'elles utilisent. Si vous interdisez au niveau national ces augmentations de prix, qui sont le symptôme d'une économie mal gérée, vous empêchez ces entreprises de survivre encore 1 an ou 2. En gros, vous leur dites simplement « vous ferez faillite plus tôt parce que vous ne pouvez pas vous battre ». Augmenter les prix et gagner plus d'argent ne suffit pas pour rester à flot. D'une manière ou d'une autre, vous allez faire faillite dès que les premières tensions apparaîtront dans votre entreprise. En Russie, les entreprises en survivent en augmentant les prix et en licenciant certains employés. Et blabla, Loukachenko a interdit tout ça, il n'y a pas d'augmentation de prix. Si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas augmenter le prix du produit. Elle fera immédiatement faillite. Donc, pour Loukachenko, qui ne comprend rien à l'économie, interdire cela ne résout rien. Cela ne fait qu'accélérer la vague de faillites à venir. Mais c'est Loukachenko. Ce gars-là, quand le Covid est arrivé, a dit « Prenez un shot de vodka, tout ira bien ». C'est ce qu'ils ont fait en Biélorussie. Ils n'ont pris aucune mesure officielle contre le Covid, à ma connaissance. Donc Monsieur Patate, ici, je pense qu'il a juste accéléré la vague massive de faillites qui se produit en Biélorussie. Eh bien, c'est magnifique, je vais le couvrir. Et juste pour illustrer davantage, je veux dire, cet extrait vient de la Douma d'État russe, lorsqu'ils discutent de l'économie russe, qui ne va pas très bien. Les membres de la Douma d'État, je veux dire, qui sont dans une bonne position. Ils reçoivent des cadeaux et tout le reste. Je veux dire, si tu es un politicien en Russie, tu es juste là pour recevoir des cadeaux et prendre des pots de vin. C'est à peu près ça. Toutes les décisions étant prises par le service fédéral de sécurité et Poutine, ils jouent donc aux échecs. Pas de souci, on joue aux échecs. L'économie peut s'effondrer, on aura quand même des cadeaux. Ils résolvent des problèmes d'échecs et en discutent entre eux au lieu de s'occuper de l'économie. Mais d'accord, je vais maintenant vous présenter le résumé de cette partie, l'économie russe, et je vais vous lire ce résumé. Je pense qu'il est plutôt bon. Et il vient de l'intérieur de la Russie. Le blogueur russe Atomic Cherry, j'adore ce nom d'ailleurs. Il soutient que les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole pousseront Moscou à réagir de façon perverse en forçant une réduction de la consommation et de l'économie russe elle-même. Je cite maintenant ce qu'a dit Atomic Cherry. Des idées raffinées sur la gouvernance de l'État impliquent au sein la recherche d'une solution très efficace et symétrique à toute menace ou perspective de crise. Les frappes et les infrastructures devraient en conduire à la construction d'un périmètre défensif. Tout doit être produit selon les attentes des citoyens pour maintenir leur calme et leur bien-être, de manière nécessaire, organisée et dans les plus brefs délais. La réalité, cependant, est bien plus dure et pragmatique. En réalité, vous n'avez pas les ressources techniques et administratives pour reconstruire entièrement le système de défense aérienne du pays. Et la photo ici illustre parfaitement cela. Nous avons l'aigle russe, vous savez, de l'Empire russe. Et dessus se trouve un système de défense aérienne sur le toit d'un bâtiment gouvernemental, vraisemblablement. C'est une tour de défense contre avions similaire à celle d'Allemagne en 1945. Ou bien n'avez-vous pas la capacité de surmonter les barrières géographiques, de soudain réaliser, analyser et ressentir le besoin d'une flotte moderne? On ne peut pas totalement changer la structure de l'économie, mais il faut réagir, n'est-ce pas?
Et Moscou répond, mais je le répète, pas selon les idées raffinées concernant de tels processus. Les autorités russes ont pris la décision de réduire l'économie de consommation et de geler l'économie en tant que telle. Et ici, il convient de rappeler la phrase bien connue. Si un loup se retrouve pris au piège, il se mord la patte pour survivre. Hausse des prix du carburant, frais de recyclage accrus, élargissement des amendes, réduction de la semaine de travail, hausse de la taxe sur la valeur ajoutée et de la fiscalité sur les petites et moyennes entreprises. Encore une fois, voici une carte de la pénurie d'essence en Russie montrant que la majorité des oblasts russes font désormais face à une pénurie d'essence allant de modérée à aiguë. Tout ce qui précède doit être considéré comme un ensemble de mesures. Des mesures visant à réduire la consommation. Alléger la charge sur les infrastructures, les importations et, plus globalement, la circulation des fonds et ressources en Russie. Et il faut l'admettre, c'est extrêmement logique. Pourquoi dépenser des ressources à protéger une vulnérabilité qui peut être éliminée par vos propres moyens? Expliquons en termes simples avec un exemple concret. Les frappes ukrainiennes sur des cibles comme les raffineries perdent leur efficacité militaire parce que l'État russe minimise la valeur économique des raffineries elles-mêmes. Réduire de façon cohérente la demande de carburant, le transport individuel motorisé et la mobilité de la population. Je dois juste en parler un peu. C'est tellement génial la façon dont ce gars, Atomic Cerise, l'explique. C'est tellement drôle. La population russe a besoin de carburant pour se déplacer, aller au travail et utiliser leur voiture. Comme dans n'importe quel pays du monde, les Ukrainiens frappent les raffineries, donc ce que fait l'État russe, c'est qu'il ne défend pas les raffineries. Ils n'essaieront pas de trouver comment abattre davantage de drones ukrainiens, ni de mettre en place des périmètres défensifs ou des équipes de défense autour de chaque grande raffinerie. Non, ils adoptent des lois obligeant la population à utiliser moins leur voiture. C'est ce qu'ils font. Limiter la vente d'essence, limiter la semaine de travail pour que les gens aillent moins souvent au travail en voiture. Je veux dire, c'est agir sur l'autre aspect du problème, un autre spectre, sans vraiment regarder le problème, mais juste ajuster quelque chose qui donne l'impression que, de toute façon, ils n'ont pas besoin de cette essence, puisqu'ils ne travaillent pas 5 jours par semaine. Ils travaillent désormais 4 jours par semaine, donc ils en ont moins besoin. Les Ukrainiens peuvent donc continuer à détruire les raffineries. C'est une façon très russe de voir les problèmes. Ce n'est pas orienté vers les résultats, c'est orienté vers charade ou vers l'illusion. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il faut connaître un peu la mentalité soviétique pour comprendre ça, mais c'est fou. C'est ce qu'ils font au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de protéger les raffineries ou de compenser les conséquences de leurs pertes en achetant du carburant importé. La réduction de la consommation neutralise efficacement tous les coûts. En conséquence, l'arme la plus efficace de l'arsenal ukrainien, les frappes en profondeur, commence à servir le nouveau modèle économique russe. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Alors, que font les drones ukrainiens en attaquant les raffineries russes? Eh bien, l'effet secondaire de cela, c'est que la Russie impose une semaine de travail de 4 jours, des horaires réduits, une baisse de salaire. Ils ne font rien, non pas pour protéger les raffineries, mais pour réduire le besoin d'essence. Parce que ça cache le problème, parce que c'est simplement une mentalité soviétique. C'est comme ça qu'ils font les choses en Russie. Donc, en frappant ces raffineries, les Ukrainiens sont capables de bouleverser complètement toute l'économie. Réduction des heures, salaire, semaine de travail, production produit intérieur brut, voilà la faute. C'est complètement fou. Et ce ne sont pas les drones ukrainiens qui en sont responsables, c'est la Douma d'État qui adopte ces lois sans regarder les vrais problèmes. C'est tellement fou. Les effets secondaires de ces frappes, comme l'opération Toile d'araignée, sont tellement vastes et importants. Et les Russes les intensifient, les rendant encore plus importants qu'ils ne devraient en l'être. Je constate comment les drones ukrainiens diminuent les revenus russes issus des combustibles fossiles. Passons maintenant à la partie sur le front dans cette vidéo. Il y a beaucoup de frappes aujourd'hui, je vais les passer en revue par lieu. Je crois qu'on en a 10. Tout d'abord, nous allons à Belgorod, qui se trouve juste à la frontière ukrainienne. Ici, c'est écrit pour le 2e jour. Pour la 3e journée d'affilée,
Belgorod a encore des problèmes d'électricité. Une autre panne de courant pour le 3e jour consécutif. Des missiles amis ont attaqué la sous-station Luch à Belgorod. Je l'ai vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez déjà voir ces cheminées ici. Je pense que c'est aussi une centrale électrique au charbon, et vous pouvez voir de la fumée en sortir. Celle-ci alimente la majorité de la ville de Belgorod et les environs en chaleur et en électricité. Et elle ne fonctionne pas en ce moment. La ville a déjà été partiellement plongée dans l'obscurité hier. Aujourd'hui, nous nous attendons à des conséquences plus graves. C'est merveilleux à voir, honnêtement. J'adore ça. Et à Belgorod, cela s'est produit hier en fait, le 7 octobre. Ils essaient d'abattre ces drones ukrainiens avec le Pantsir 1, un système de défense antiaérienne. Des images de la frappe du Pantsir S sur un immeuble à plusieurs étages à Stary Oskol dans la région de Belgorod. Ils tentent d'abattre les drones, mais que se passe-t-il ? Ils frappent encore leurs propres immeubles car il s'agit d'un système de défense aérienne russe. Voilà ce qu'ils font. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Boum, d'accord, allons en Crimée, parce que hier c'était fou en Crimée. Ces images sont parues il y a 2 jours, le 6 octobre. C'est sorti le 6 octobre et des drones ukrainiens l'ont frappé. Et maintenant, ça prend feu. Ça fait un magnifique barbecue, de superbes images. Un incendie majeur a touché le principal terminal pétrolier de la Crimée occupée. L'incendie est visible à plusieurs kilomètres autour. Les pénuries de carburant en Crimée ont déjà contraint les autorités à réduire le transport public. Le déficit représente maintenant 56% de la demande, et l'essence est limitée à 20 litres par personne. 20 litres. Je peux me tromper. Ici, il y a environ 7 gallons, ce n'est pas beaucoup. On ne peut pas faire grand-chose avec. La base aérienne et Saki à Nova Federevka ont aussi été attaquées cette nuit. Le ministre russe de la Défense affirme que ses forces ont abattu 251 drones ukrainiens pendant la nuit. Cela me rappelle Abdiel Audinov, le général numéro 1 de Kadyrov, qui fait maintenant des vidéos depuis sa voiture, essayant de se comporter comme un blogueur militaire ou quelque chose comme ça. Il a affirmé avoir fait une erreur, mais il a aussi prétendu que les forces russes avaient détruit 2 milliards de soldats ukrainiens. 2000 millions, c'est-à-dire 2 milliards. La population mondiale est d'environ 8 milliards. Ainsi, un quart aurait été anéanti par les forces russes en Ukraine. Déclaré par Abdiel Audinov, le général numéro 1 de Kadyrov, ce sont eux qui dirigent les choses en Russie. Voyons donc le moment de l'éruption. Tu vois, c'est très similaire à Star Wars. Ils abattent les drones très efficacement, comme on peut le voir. Pas encore d'explosion. Bravo aux équipages russes de la défense aérienne avec les balles traçantes. Bien joué. Ben joué. Oh, ils ont raté. Je suppose qu'ils tiraient complètement dans la mauvaise direction, parce que c'était dans une autre partie du ciel, complètement. Ce terminal pétrolier fait maintenant un magnifique soleil de minuit. Voyageons maintenant à Nijni Novgorod. C'est un autre endroit où des drones ukrainiens se sont rendus. Comme vous le voyez sur la carte, c'est une ville russe à l'est de Moscou, légèrement au nord. Je vais zoomer pour vous sur Nijni Novgorod juste ici. Elle possède une vieille ville assez ancienne, une vieille ville historique et tout ce qui va avec. Ces gens n'ont pas l'habitude de voir des drones voler autour d'eux parce qu'ils sont à l'est de Moscou. Mais c'est la nuit qu'ils ont eue aujourd'hui. Tu entends ça ? J'adore entendre ce son dans les vidéos qui viennent de Russie. Pour moi, c'est le son de la liberté. Merveilleux. Nous ne sommes même pas à la moitié. Maintenant, nous allons à Derzhinsk. C'est un nom cool, l'un des plus grands producteurs d'explosifs de Russie. Je veux dire, c'est l'usine Sverdlov à Derzhinsk. Ils fabriquent des charges pour l'artillerie, l'aviation et les bombes guidées, et ils sont sanctionnés depuis toujours, pratiquement par tout le monde dans le monde. Et tout explose dans cette vidéo, c'est toujours agréable. Je veux aussi vous montrer l'emplacement. C'est aussi à l'est de Moscou.
Donc les drones ukrainiens parcourent des centaines de kilomètres, près de 1000 kilomètres à l'intérieur des terres centrales russes et démantèlent certaines usines militaires là-bas. Maintenant, nous allons dans une autre ville russe, près d'Iekaterinbourg, et vous pouvez voir cette zone, cet immeuble. Cette zone de l'immeuble brûle avec une flamme très vive, et la vidéo indique que le toit s'est effondré. De plus, les pompiers sont déjà présents, mais c'est un incendie énorme, vraiment énorme. Et où cela se passe-t-il? C'est l'Uralski Turbiny Zavod, c'est-à-dire l'usine de turbines de l'Oural. Le nom le dit déjà. C'est extrêmement important pour tous ceux qui utilisent des turbines, juste à côté du magasin. D'accord, très bien. Mais oui, vous pouvez voir que cette zone est immense. En fait, c'est une immense usine. Et cette usine de turbines fabrique aussi des turbines pour des missiles. Donc c'est encore une usine liée au secteur militaire, brûlée, détruite, engloutie par les flammes. C'est la façon parfaite de le dire. Donc les drones ukrainiens volaient librement dans toute la Russie, détruisant ces usines. Hier, ce soldat russe a décidé de faire une vidéo. Il vient de Vladivostok. Il a été envoyé dans un groupe de 100 hommes pour mener une attaque frontale, pour prendre le reste de la Nordonetsk Oblast. Parce que, comme nous le savons tous, c'est l'ordre politique de Poutine de prendre l'oblast de Donetsk par cet État, puis cet État, et ainsi de suite. Il repousse toujours la date depuis des années maintenant. Bref, ce gars-là dit ça, sur ses 100 soldats. Chistilovitch, seuls 6 survivants. 94 personnes éliminées, l'inclure. Ils nourrissent désormais les tournesols dans les champs ukrainiens, ce qui illustre bien le taux de perte. Nous ne savons pas combien sont morts du côté ukrainien, mais dans certains secteurs, on dit que c'est 7 contre 1. Donc pour cette perte russe, il y a une perte ukrainienne. Dans certains secteurs, c'est 1 contre 1, mais à Donetsk, c'est 7 contre 1. Mais maintenant, je veux parler des secteurs où les pertes pourraient être plus proches d'1 contre 1. Et cela ne se passe pas à Donetsk, mais dans l'oblast de Dnipropetrovsk, au sud. Pakrovskaya. Laissez-moi dessiner un peu, juste pour clarifier les choses. Pakrovskaya est cette localité ici, pas Pakrovski dans le Donetsk, mais Pakrovskaya dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Et l'objectif russe est de prendre ce centre logistique. C'est la prochaine grande cible qu'ils poursuivent. Et je déteste le dire, mais ces 2 dernières semaines, ils ont fait plutôt bien ici. Ils avancent extrêmement vite. Les Ukrainiens n'ont aucune unité ici capable d'arrêter cela. Les Ukrainiens battent en retraite de façon très active. D'habitude, je dirais qu'ils échangent des pertes russes contre du territoire ukrainien, mais ce n'est pas le cas ici. Parce que les troupes ukrainiennes n'infligent pas autant de pertes qu'à l'oblast de Donetsk. Par conséquent, le ratio de pertes est plus proche de 1 pour 1. C'est un problème majeur. Les gens parlent de Pakrovsk, Dobropilia, Kupiansk, mais ils ne parlent pas vraiment beaucoup de cette région. Ça, c'est seulement au cours des 2 dernières semaines. Cette zone a été prise par les Russes. C'est une grande région. Ils avancent et les Ukrainiens se retirent. Il n'y a pas de réponse à cela. Il y a une réponse, mais elle se trouve à Dobropilia. C'est le 1er corps Azov et la 3e brigade d'assaut. Ils pourraient faire n'importe quoi, n'importe où, mais ils ne peuvent être qu'à un seul endroit physique à la fois. Il y a peu de brigades d'élite ukrainiennes, ce qui pose problème aux gars ici. Maintenant, les combats les plus récents auront lieu pour les localités d'Ouzbenivka. Laissez-moi essayer de dessiner un peu, celui-ci juste ici. Je ne sais pas si vous voyez cette ligne bleue, c'est une rivière. Les Russes contrôlent de très bonnes positions d'assaut sur la rive est de la rivière, juste ici, pour attaquer Ouzbenivka à partir de cette sorte de chaos ici. Mais c'est leur but. Dès qu'ils franchissent cette rivière, ils peuvent Ouliapola, qui tient depuis le plus longtemps, et ensuite ils vont aussi menacer Bakrovska. Vous voyez toutes ces lignes défensives ici. Les lignes ukrainiennes ne sont pas montrées, mais ces points rouges indiquent des tranchées et positions d'infanterie. Il y en a aussi beaucoup près d'Ouzbenivka, sous contrôle russe, ce qui signifie qu'ils peuvent lancer des opérations d'assaut depuis des positions dissimulées. Cela leur donne un avantage. Donc les Ukrainiens sont vraiment désavantagés sur le terrain et en nombre dans cette zone. Les Russes les sont plus nombreux, et ils ont de meilleures positions dans cette offensive de Dnipropetrovsk qu'ils mènent. Ce n'est pas bon.
Mais je préfère finir sur une note positive pour vous. Je vais vous montrer une vidéo drôle pour poursuivre votre mercredi. Et il y a de la musique ici. Si cette musique est protégée par des droits d'auteur, alors nous allons la retirer. Mais ceci, regardons-le en entier. C'est vraiment trop amusant. Ceci est un drone Baba Yaga ukrainien. Il vole autour et trouve un système de livres russe. Je vérifie, c'est bien un book, un système de défense anti-aérienne. Ici, waouh, joli book. J'aime bien, j'aimerais me promener dedans. Donc il atterrit lui-même sur un bouc en mouvement. Comment diable tu fais ça? C'est un bon opérateur, là. Il a atterri parfaitement. Pas de problème, juste en plein milieu des missiles, et on se promène dans un bouc. C'est un taxi russe, un taxi de défense aérienne russe qui nous balade dans les positions russes. Waouh, on est vraiment sympa. En regardant la belle campagne, tu réfléchis à quels occupants transformés en fumier cette fois-ci. Après 15 kilomètres, maintenant ils s'arrêtent aux positions de la compagnie parce que la défense aérienne, bien sûr, protège le commandement de la compagnie. Et vous pouvez voir différents gars aller et venir, ils parlent de choses, bavardent, font leurs propres affaires, vous savez, parlent russe, ce qui se résume à des gros mots et de la vodka, en gros. Et maintenant, ils découvrent ce drone, alors ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde prend des photos? C'est un drone? C'est un drone ukrainien. Merde. C'est comme un groupe de singes qui découvrent un miroir dans la jungle, tu vois? Découvrir ce drone, le secouer dans tous les sens, c'est une nouvelle technologie. Que va-t-on en faire? Encore des photos, encore des photos. Tout le monde prend des photos. Il le frappe avec un bâton, parce que c'est toujours ce qu'on fait. Si tu es russe, tu vois souvent une explosion, un drone ou une mine. Je l'ai vu souvent. Il frappait toujours avec un bâton. Parfois ça explose, parfois non. Ça n'a pas vraiment d'importance, tu es russe. Bum bum, skid skid. Mais maintenant, le drone s'est énervé parce qu'il y a un territoire ukrainien à libérer. Badabim, badaboum, cours. Regardez-les partir. Je suppose que c'est le commandement de la compagnie parce que le livre, vous savez, arrive à l'emplacement du commandement. C'est bien. D'accord, je veux finir avec cette nouvelle amusante parce qu'il faut bien passer un bon mercredi. Il le faut. Tout le monde en a besoin. J'ai aimé ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mes amis, c'était la vidéo du mercredi pour vous. Je vous donnerai aussi des nouvelles sur l'économie russe, l'actualité internationale et le front vendredi. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour être averti quand je